puisqu'on est sur Fonseca, allons-y, c'est un de tes points, Samuel. On avait Mathieu Louis-Jean avec nous, là. Il était assis à ta place il y a quelques jours. Et on lui a parlé de Fonseca, et lui aussi, il disait que Fonseca était vraiment l'artisan numéro 1 du succès. Faut quand même rappeler la longue suspension. Parce que quand il y a eu la suspension, tout le monde se disait comment ils vont gérer ça, ça va être compliqué. Au final, on a l'impression que rien, quoi, ça n'a pas eu de conséquences concrètes. Et donc là, avec des absents, avec une situation dans le club qui n'est pas idéale, évidemment, il arrive à performer. À Lille, il avait été bon aussi. Donc, c'est... Bon, je ne sais pas comment on évalue. Fonseca, artisan numéro 1, les joueurs. Toi, tu dis Fonseca? Non, je dis Fonseca, mais ça avec les joueurs. Je pense que son message est très bien passé. Sa philosophie de jeu aussi est très bien passée. C'est un entraîneur que j'ai connu à Lille pendant 1 an. Et sa manière de travailler aussi, moi j'admire. Ça parle foot et ça demande pas mal d'efforts. Et je pense que l'Olympique Lyonnais avait besoin de ce genre d'entraîneur. Pour moi, le foot, c'est vraiment l'équipe. Et là, Lyon, on le voit, c'est l'équipe la plus performante à l'heure actuelle en championnat parce qu'ils ont une équipe et tout le monde travaille, ça soit ceux de devant, derrière. Mais je trouve qu'il y a vraiment une cohésion qui est très très forte. Il n'y a pas forcément un joueur, même si on vient de recruter Henrik devant. Mais je trouve que c'est vraiment l'équipe. Et Fonseca, pour moi, c'est même si on regarde sur la possession de balle, sur leur jeu offensif, je trouve qu'ils sont vraiment très forts sur leur positionnement et défensivement aussi, c'est devenu une équipe très solide, même si la plupart du temps on dit que Fonseca il aime beaucoup jouer, mais il a rendu cette équipe pour moi solide offensivement et efficace offensivement. Tu peux nous donner quelques petites, je sais pas, deux, trois indiscrétions de vestiaire avec lui, toi qui l'as eu comme coach. Enfin, qu'est-ce qu'il dit, quoi, tu vois, au quotidien? Ce qu'il dit, c'est que tout le monde doit bosser. Clairement, tout le monde doit courir, tout le monde doit faire les efforts pour avoir un résultat. Et par exemple, tu as beau avoir un statut, Fonseca, il s'en moque. Ouais, il s'en moque complètement. Et ça, c'est ça que j'aime. Parce que pour moi, pour tirer le groupe vers le haut, on a besoin d'avoir cette rigueur-là, ce sérieux-là, qui que ce soit. Et au final, ça a marché. Même à Lille, il a eu des très bons résultats. Et à Lyon, encore plus. Et comme je le disais, il a formé une vraie équipe à Lyon. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, et j'ai envie de parler du match de ce soir, c'est qu'en fait, il complique pas les choses. Tu vois, et là, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce que il avait l'absence d'Hendrick, qui était pas là, de Afonso Moreira aussi, qui n'était pas là. Et en fait, il a pas peur non plus de retoucher son équipe. Là, ils sont passés avec 3 centraux. On sait qu'il avait déjà peut-être mis un petit peu dans la balance aussi quand Niakhaté est revenu de la CAN, ou est-ce que parce qu'on a eu un super Kluivert pendant l'absence de Niakhaté. Et en l'occurrence, il avait déjà essayé cette défense à 3, mais là, il a pas peur de la remettre. Tu vois, il a remis. Il a changé, il a mis Corentin Tolisso là en 9 hybride, ça a super bien fonctionné. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine et à la finition du premier but. Moi, je suis d'accord avec Sam. J'ai l'impression, il connaît exactement son équipe. Il complique pas trop les choses. Évidemment, il a créé une cohésion de groupe, mais ça va aussi parce que les résultats suivent. J'aimerais voir ce que ça donnerait si jamais les résultats sont un petit peu en dents de scie. Mais c'est vrai que de l'extérieur, en tout cas, ça fait plaisir à voir jouer cette équipe-ci. On a l'impression qu'il a donné du sourire à cette équipe-ci. Les joueurs sont contents de jouer pour lui. Et tu parlais de cette suspension. C'est vrai que moi, je m'étais posé la question comment l'Olympique Lyonnais va réagir et va rebondir de la suspension de Fonseca. Faut pas oublier aussi la dynamique de Lyon. C'est-à-dire que l'été dernier, ils étaient à 2 doigts d'être en Ligue 2. Tu es bien placé pour le savoir, Sam. Tout le monde les voyait. Et finalement, regarde où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc moi, j'ai envie de donner beaucoup de crédit à Fonseca. Je te dis encore une fois, dans l'humain, mais aussi dans l'entraîneur et dans ses choix tactiques. Ouais, totalement d'accord. Non, oui, c'est vrai. À certains moments, quand ça va pas bien, je pense qu'on tape un peu sur les entraîneurs. Et quand ça marche, certes, c'est les joueurs qui font le taf sur le terrain. Mais réellement, je sais que les séances d'entraînement, ce qui demande, même niveau tactique, l'intelligence de jeu, moi ça me fait plaisir de voir l'Olympique Lyonnais jouer comme ça et je sais d'où ça part et je sais ce que lui il est capable de demander à ses joueurs et ils le font parfaitement bien. Et alors plus manager ou éducateur, Sam? Parce que quand je vois certains joueurs de la manière dont ils ont évolué sous l'ère Fonseca, je me dis que j'ai l'impression que c'est vraiment presque un éducateur. J'ai l'impression qu'il donne beaucoup de confiance. Il a lancé des jeunes, Meira, Humbert, il les fait évoluer. Je pense qu'il sait gérer, on va dire, les deux cas, des joueurs qui sont jeunes, qui ont besoin aussi de se forger et d'être formés encore à ce niveau-là. Et il sait qu'il avait aussi des joueurs cadres sur qui il a pu compter et qui ont pu aider et emmener cette équipe-là à ce podium à l'heure actuelle. Mais c'est un mix des deux, éducateur, manager, mais je pense qu'il a la possibilité, il sait tout faire, vraiment. Jean-Louis, tu vas rajouter un truc ? Non, bien sûr, vous avez dit beaucoup de choses sur Fonseca, je suis d'accord avec tout ça. Il donne un cadre tactique clair qui fait qu'il y a le collectif et il y a aussi tous les joueurs qu'on rajoute
qui ne déparaissent pas des autres en fait, qui arrivent à chaque fois à rentrer, à faire un bon match. Et je trouve qu'il fait progresser les joueurs et il obtient la meilleure valeur, la meilleure version de chaque joueur en fait. Et ça, Regardez Attebourg. Regardez Attebourg par exemple. Attebourg, on en rigolait à Rennes, on en rigolait à Lyon sur ses premiers matchs, etc. Là, je vais pas te dire que c'est le meilleur défenseur central de Ligue 1, mais au niveau d'Attebourg, il fait un très bon match ce soir. Il a réussi à l'incorporer dans la défense à 3. C'est collectivement aussi, autour, ça tourne bien. Aussi parce que Attebourg, tout le monde le voyait comme un pied carré. Mais parce que justement, il joue dans une défense à 3 et Sam va le confirmer. Le schéma tactique d'une défense à 3, ça cache un petit peu les lacunes de certains défenseurs. Donc alors, je ne veux pas tout remettre en cause, mais c'est vrai que ça l'a bien aidé, je pense, d'être intégré dans ce schéma tactique avec 3 défenseurs. Ça lui a donné un peu moins de responsabilité, ça cache un petit peu ses lacunes tactiques. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je pense qu'il s'adapte aussi aux joueurs qu'il a, les qualités et les défauts de ses joueurs. Et je pense que là, d'être passé avec une défense à 3 parce qu'il savait que c'était beaucoup plus facile pour certains joueurs, je pense qu'il le fait bien, il réfléchit. Et pour moi, Fonseca, vraiment, son intelligence et le fait de connaître ses joueurs par cœur, ça l'aide beaucoup. Et je pense qu'il y avait un truc aussi, c'est que en fait, le contexte lyonnais lui donne un vestiaire à sa main. On en a parlé avec Mathieu Louis-Jean dans la semaine. C'est aussi des joueurs qui sont contents d'être à Lyon, les joueurs recrutés, parce que il nous a expliqué, c'est pas le chapeau 1 de ce que Lyon peut prétendre d'habitude. Donc c'est des joueurs de niveau un peu inférieur. Et je pense que ça donne un vestiaire sur lequel Fonseca peut vraiment mettre ses idées, qui est plus réceptif qu'un vestiaire peut-être comme il a pu connaître à Milan, où il y a plus de joueurs établis, plus de joueurs qui ont leur façon de faire, alors que lui veut amener la sienne. Oui, voilà. Bon, on va en parler dans quelques instants. Le 32-16 est ouvert. On aura Sébastien au 32-16, Lyon, Nice au programme et Marseille, bien sûr, parce que je rappelle l'info importante du jour que vous retrouvez sur rmcsport.fr. Mehdi Benatia n'est plus le directeur sportif de Marseille. Tiens, Ryan Cherki est à Lyon. Il est justement au bord du terrain. Là, on le voit sur les images avec Fonseca. Allez, à tout de suite. On est là jusqu'à minuit dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h03, Samuel Umtiti est là dans l'after, Maxime Chanot, Samuel qu'on retrouvera tous les dimanches soirs désormais, Jean-Louis Tour également qui est au stade, lui à Lyon. Alors là les supporters lyonnais ils vivent un rêve. Jérémy Lopez, notre ami supporter lyonnais, qui m'envoie un message qui me dit: j'ai jamais vu une équipe comme ça à Lyon depuis 20 ans, tout est cohérent, je suis choqué, il y a un collectif de fous, voilà. Bon, dans les 20 ans qui sont passés avec Samuel Umtiti dans l'équipe, parce que je sais pas comment il faut le prendre. Et puis tiens, on a Sébastien qui est là au 32-16, supporter lyonnais. Salut Sébastien. Salut à tous. Salut Seb. Bon, tu t'attendais à ça toi? Bah écoute, moi je suis abonné depuis 97, donc je vais te dire que j'ai vu les grandes années et puis j'ai vu mon pain noir pendant des années. Donc ça fait vraiment plaisir de revivre une saison comme ça. Ce qui est beau, je vous rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ce soir on joue sans numéro 9 de formation, sans ailier de formation. On gagne 2-0, on sait que Hendrick va revenir, Morera va revenir, Fofana va revenir. Et on n'arrête pas de parler de Marseille, mais est-ce qu'on n'arrivait pas à regarder devant nous? On est qu'à 6 points de Paris. On est carrément, oui, tout en flamme. Ah oui. Et ouais les gars, pourquoi pas? On joue Lens à la dernière journée, donc théoriquement on n'est qu'à 4 points de Lens. Et alors? Et pourquoi on n'irait pas? Paris, ils vont laisser des plumes sur la Ligue des Champions. Bon les gars, voilà, vous vous enflammez comme Sébastien ou vous restez calme? Non, mais après il faut pas oublier non plus qu'il y a quelques mois cette équipe galérait clairement, cette équipe de Lyon. Donc maintenant oui, ils jouent clairement le podium, mais je pense qu'il faut rester lucide, que c'est beau ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas facile, et d'avoir cette régularité jusqu'à la fin de saison. S'ils l'ont, oui, ça va leur permettre de peut-être jouer plus que cette 3e place. Mais la réalité, c'est que il faut se satisfaire de ce que cette équipe est en train de faire à l'heure actuelle et aller petit à petit déjà essayer de conforter cette 3e place aussi, qui va pas être simple, parce que même si vous dites qu'il faut pas regarder derrière quand même, parce que sur 2-3 matchs ça peut aller très vite, donc c'est très bien de les laisser devant, je pense Lens, Paris, et de vraiment se focaliser sur cette 3e place qui t'emmène en Ligue des Champions. C'est le plus important à l'heure actuelle. Et ensuite, si
on peut aller chercher plus, bien sûr, mais il faut rester lucide. Après 6 points, c'est jouable. Il y a 2 confrontations directes, pourquoi pas. Mais c'est vrai que. Et Lens joue le PSG. Tu vois, donc qui sait Direct. Sam, il est un peu plus timoré, mais on y croit ici sur le plateau. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Bah oui, on voit bien. Moi, j'aimerais bien, mais c'est vrai que ça va tellement vite. J'aimerais vraiment qu'ils gardent cette régularité, cette efficacité, cette solidarité qu'ils ont sur tous les matchs. Mais on sait très bien que d'une semaine à l'autre, ça peut vite changer. Jean-Louis, on doit faire de Lyon un candidat au titre ? Au titre, non, je pense pas quand même, mais déjà s'ils assurent la 3e place, c'est magnifique. Il faut voir aussi que c'est une saison où tout est aligné pour eux et tout tourne aussi en leur avantage. Alors peut-être que ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison, mais là sur le match de ce soir, alors ils ont la confiance, ils ont la maturité, ils savent que ça va tourner pour eux, mais la première mi-temps, elle est pas bonne de l'OL. Hein. Ouais, la première mi-temps, elle est plutôt pour les Niçois, et à l'arrivée, tu tournes à la mi-temps à 1-0. Bon, ça c'est leur façon de jouer, leur certitude dans leur jeu, etc. Et il y a aussi le petit truc d'arbitrage aussi qui va en leur faveur, parce que ça fait 2-0, il y aurait pu avoir penalty juste avant pour Nice, et sur l'action d'après ça fait 2-0. Voilà, c'est quand les planètes sont alignées, tout va bien. Ouais, c'est vrai que tu as Griff qui sort quand même 2 gros arrêts, il y a cette tête sur corner qu'on est en train de revoir là, qui passe juste à côté. Alors est-ce que c'est voulu de la part de Fonseca justement de laisser un peu le ballon niçois? Ça je sais pas trop, mais c'est vrai que si tu regardes le bilan de cette première mi-temps, ils n'ont pas quand même dominé l'OGC Nice, et je pense que c'est ils même n'ont aucun l'OGC tir Nice. cadré Exactement, jusqu'au but de Tolisso. Je pense que c'est l'OGC Nice justement qui a quand même beaucoup plus d'actions. Alors après tu peux parler peut-être de maturité aussi, peut-être que les Lyonnais ont cette tendance à pouvoir justement laisser un peu le jeu aux Niçois et se dire voilà, quand on attaque on pique, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont été beaucoup plus tranchants que les Niçois, et finalement c'est ce qu'on retient de cette première mi-temps, et c'est surtout ce qu'on retient quand tu joues le haut de tableau. Tu as besoin de marquer des buts, et quand tu vois que Tolisso en plus est là dans ce rôle-ci, il est en mesure de pouvoir marquer des buts. Mais vous savez que c'est pas le premier match où ça se déroule de cette manière-là. C'est vrai que Lyon, à certains moments, même à Nantes la semaine dernière, et c'est ça que moi j'aime bien, c'est qu'à certains moments, ils jouent pas forcément bien, mais ils gagnent. Et c'est ça qui est important. Mais une sorte de sérénité. Mais est-ce que c'est pas juste une dynamique? Tu sais, une fois que ça s'inverse, Sam, ça peut être compliqué. Hein. Non, c'est sûr, mais ça fait combien de temps là? Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Ouais. Donc à certains moments, oui, ils ont produit du beau jeu, ils ont gagné et c'était facile. Mais à certains moments, c'était pas facile. Ils avaient du mal à jouer, mais ils ont réussi à gagner 1-0, 2-0, 2-1. Et pour moi, c'est ça une vraie équipe. Seb, on va faire un truc. On est donc le 15 février. Si jamais Lyon est champion, tu auras été le premier à le dire dans l'after. Et là si ils sont champions, tu... Faudra refaire une croisière, Gilbert. Voilà. En tout cas, au moins une émission avec nous, tu viendras en studio, quoi. Avec grand plaisir. Mais tu sais, entre un titre ou gagner la Ligue Europa, je crois que je prends la Ligue Europa. Bah, c'est un titre quand même. Oui. Ouais, t'as été champion trop souvent, en fait, c'est ça que tu veux dire, t'es blasé. Non, ça veut dire que je pense que l'Europa League, cette année, on a quelque chose à jouer. On peut pas prendre Aston Villa avant la finale. Ça peut faire une belle finale à Istanbul. Malheureusement, je vois quand même Paris gagner le championnat, mais je pense qu'on peut faire deuxième. Et la coupe? Et la Coupe de France, ça c'est sûr. Et l'Europa League, ça peut aller au bout. Bah voilà, triplé, on y va, allez. Soyons fous. Tiens, Jérémy Lopez est là. Alors Jérémy, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Jérémy dans l'after. Jérémy est un pur lyonnais, acteur français, sociétaire de la comédie française, bref, la méga star qui suit l'OL, quoi. Tu vois, dans les VIP, t'as quelques gars un peu connus, puis t'as Jérémy Lopez. Jérémy, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Jérémy. Bonsoir. Bon, là, tu planes, là? Là, je plane, mais avant, je veux faire un gros mea culpa, parce que il faut être honnête et que je dise la vérité, c'est que il y a 2-3 mois, j'étais au fond du trou et j'ai critiqué Fonseca et Mathieu Louis-Jean, parce que je reprochais à Fonseca, je lui reconnaissais une grande cohérence tactique que j'avais pas vue depuis des années à l'OL, mais je le reprochais ses réactions pendant les matchs, en fait, la lucidité pendant les matchs, les choix d'entrée, les choix de changement tactique par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Et je déplorais moi aussi le départ de Miko le 31 août. Miko Tadze, en fait, ils ont fait un pari énorme qu'ils ont réussi, et moi j'aurais pas misé un centime, très honnêtement. C'est qu'ils ont réussi déjà à tenir la moitié de saison sans attaquant en réalité. Et ça, c'est quasi dingue. Fonseca a fait un truc phénoménal, c'est de jouer sans neuf, et puis après il a mis Satriano, mais on jouait vraiment sans neuf.
Et après, sans neuf, ailier, tu peux le dire. et sans ailier, puisqu'on a Moreira, ils sont allés chercher Moreira. Je sais même pas qui Malik Fofana était là quand même. Oui, mais il s'est pété il y a bientôt 2 mois déjà. Oui, mais en tout cas, en début de saison, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est assez extraordinaire. Moi, ce que je vois, c'est que là c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on était en dessous en première mi-temps, mais l'équipe a réagi. Donc Fonseca, évidemment, a sa part là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas la même équipe qu'on voit en deuxième mi-temps. On voit une gestion que moi, j'ai rarement vue à l'OL. Un truc où il joue pas forcément, il n'y a pas d'individualité qui ressort. C'est une cohérence, un calme, une agressivité commune au bon moment, un pressing au bon moment, la mauvaise faute au bon moment, et un truc très serein. Et j'ai même pas été stressé, alors que ça fait 20 ans que je me fais des ulcères à l'estomac dès qu'on mène 1-0, parce que je sais qu'on peut se prendre un but. Et là, c'est assez extraordinaire. Donc il faut que je reconnaisse un truc, c'est que leur pari de pas remplacer Mikotadze tout de suite, ça a fonctionné. Je comprenais pas pourquoi Soulk, qu'on avait payé 7,5 millions et qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer un neuf à côté. Je dis mais pourquoi on a acheté un mec Pavel Schultz qui a encore fait un superbe match ce soir, qui a déposé Dante, qui a encore les crampons il est extraordinaire, dans la pelouse. Il est d'une intelligence dingue. Mais tu vois, il jouait pas tous les matchs au début. Je dis attends, on a payé un mec 7,5 millions, on le fait jouer un match sur 3. Je comprenais pas. Et en fait, c'est extrêmement cohérent et c'est rassurant parce qu'on n'a pas l'habitude. Et Fonseca, je sais pas, et on s'en fout d'ailleurs. Je sais pas si ce mec cartonnerait en Angleterre ou dans un gros club espagnol. Mais je pense qu'il est au bon endroit, en fait. Il est dans un club où, en fait, on lui a laissé la chance parce qu'on n'avait pas le choix. On avait la menace de relégation, tout allait mal. On a flippé, il a eu sa suspension, ça a créé quelque chose. La relégation a créé quelque chose. Et en fait, on voit bien qu'il se passe, peu importe, qu'on soit troisième ou qu'on gagne une coupe ou pas, peu importe. Mais il s'est passé quelque chose de magique cette saison, il faut le reconnaître. Et moi, j'y croyais absolument pas. Donc bravo, je m'incline, bravo. Mais Samuel, Samuel, j'ai vécu des bons moments quand tu étais là. Ah, ça me rassure. Attention. Bien Mais sûr, tu vois là, il se passe un truc. C'est des mecs, ils jouent tous ensemble, ils se connaissaient pas il y a 6 mois. La cohésion d'équipe, elle est là. C'est de la folie. Ouais, mais je le répète encore, messieurs, attendez, vous êtes dans une dynamique, en tout cas les Lyonnais sont dans une dynamique de victoire. Il faudra voir une fois que ça va aller un peu moins bien. Je ne leur souhaite pas, mais c'est toujours très facile. Ça a été le cas pour les Lensois, ça a été le cas pour beaucoup d'équipes, et Samuel va pouvoir le confirmer. Quand tu gagnes, tout va bien. Il faudra voir justement la force de caractère de cette équipe une fois que les résultats vont être un petit peu plus. Mais gaffe, tu vas à Strasbourg au prochain match. Je dis ça comme ça. Oui, Strasbourg, le grand Strasbourg. On va te manger, Gilbert. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu des périodes de gros trous dans la saison 1. Tu vois, à l'automne, il y a eu des périodes un peu en dessous, donc ils connaissent un peu ça. Et ils se sont relevés. Après, très honnêtement, moi, je pensais même pas qu'on allait faire top 8. Donc, tu vois, j'ai changé un peu d'avis quand j'ai vu qu'on prenait Hendrick et qu'il y avait quand même un attaquant qui pouvait terminer. Et en plus, Hendrick, ils le font jouer un peu à droite. Donc, ça rajoute un peu du jeu sur les côtés où ça manquait énormément. Donc, il a un rôle hybride, mais il est un peu à droite, un peu attaquant, tu vois, il est très libre. Mais là, même s'ils font 5e, je te dis, ce serait une déception maintenant. Mais en réalité, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel qu'ils font top 5, ces mecs. Tu sais, nous, on a l'habitude de dire de façon un peu mécanique, Lyon était virtuellement en Ligue 2 en juin, mais en fait la vérité c'est que Lyon aurait pu disparaître en juin. Bien sûr. C'était grave, oui. C'est ça en fait. Et là tu les retrouves là, c'est vrai que c'est complètement fou quoi. Le foot permet parfois des choses comme ça. Bon. C'est extraordinaire, mais ça sert. Je pense que ça fait partie de l'histoire. Cette chose-là, faut pas le renier. Ça, faut l'assumer. Ça fait partie. Je pense, de la magie de cette saison, de ce qui se passe dans leur tête. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Et ils ont répondu par une chose. Moi, je me plaignais en début de saison. J'avais peur, je voyais le recrutement. Je me dis, putain, mais c'est un effectif déséquilibré pour moi. Et on me disait, mais attends, on revient de nulle part, on devrait être en Ligue 2. Je dis, les gars, il faut parler de foot à un moment donné. On revient de Ligue 2, mais il faut parler foot. Mais ils ont répondu par du foot. Moi, je vois une vraie équipe de foot. Et ils ont répondu en Ligue 1, mais aussi en Europa League, parce qu'on a quand même tendance à pas en parler. Mais c'est vrai que la Lille, phase de poule. Exactement. Lille qui sont en train de craquer physiquement parlant, parce que justement, ils ont cette double compétition. Les Lyonnais ont l'impression que ça les impacte pas. Non, du tout. Mais après, on voit aussi que tout le monde est concerné. Il arrive à faire tourner des joueurs. Et beaucoup de rotation. Mais, oh mon Dieu, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais dès qu'il rentre, il est performant. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est que le fait de concerner tout le monde, ça permet d'avoir ce groupe-là vraiment élargi et qui peut jouer différentes compétitions.
Et là, on le voit, Lyon, vraiment, c'est très bien géré. Il y a des clubs où c'est pas le cas, mais Lyon, vraiment, pour moi, c'est l'exemple à suivre. Actuellement, sur des joueurs qui sont allés chercher que pas grand monde connaissait, et au final, tu ramènes un coach qui est très intelligent, qui apprend à connaître ses joueurs et à fonder quelque chose de fort, de solide. Donc vraiment, même si on ne sait pas ce qui va se passer en fin de saison, mais on peut être déjà satisfait d'où est l'Olympique Lyonnais à l'heure actuelle. Et moi, je veux très rapidement rebondir sur ce que disait Sam par rapport à... en fait, on a laissé les Lyonnais travailler, c'est un petit peu le parallèle, on en parlera plus tard vis-à-vis de l'Olympique de Marseille, c'est que avec tout ce qui s'est passé avec l'épisode Textor quand Michel King arrive, finalement, la lucidité et l'intelligence qu'ont eu les directeurs de l'Olympique Lyonnais, c'est de laisser justement du temps à cette équipe, tu vois, de pas trop mettre de pression dessus. Et aujourd'hui, ils en tirent les conséquences. Il faut pas mettre de pression et il n'y avait plus rien. Ouais, mais ça reste l'Olympique Lyonnais, ça reste un club qui joue l'Europe, ça reste un club qui quand même, t'as des attentes. Et c'est oui, vrai tu veux dire, ils n'ont pas fixé d'objectifs et réalisables pendant tout de suite. Pendant 2-3 mois, on n'aura pas trop mis la pression. Et puis finalement, on va voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, c'est en fait les prémices de la série qu'ils sont en train de faire, ça part de septembre. Ça part de septembre quand Fonseca a dû jouer avec une équipe, comme tu l'as dit, qui était quand même un peu amoindrie, avec des joueurs qui, mentalement parlant, on ne savait pas trop où est-ce qu'ils allaient se situer, parce que j'imagine que tu as énormément de joueurs qui ont dû penser à partir. Je sais pas ça, mais à mon avis, quand tu sais que ton club descend en Ligue 2, tu as déjà un pied et demi dehors, tu te dis, bon, je vais essayer de trouver un autre club. Et c'est là que Fonseca a été très très fort, et en étant d'autant plus, pas sur le banc, en tribune. Hein. Il est arrivé justement à créer une dynamique, à gagner des matchs, et aujourd'hui, si l'Olympique Lyonnais se retrouve 3e, ce n'est pas seulement grâce aux 13 matchs, c'est aussi à ce qui s'est passé en septembre et en octobre. En tout cas, Jérémy, ça fait plaisir de t'avoir content, parce que ces dernières années, quand tu étais dans l'after, c'était plutôt pour râler. Donc, pour gueuler. Hein. Ouais. Non, mais en plus, ce qui est agréable quand tu es supporter d'une équipe, c'est qu'il y a des super joueurs dans cette équipe. Évidemment, il y a des joueurs qui sont un peu plus techniques que d'autres, qui sortent un peu du lot, mais pas tant, en fait. Tu vois, tu te dis pas, putain, si lui est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, Coco, il était pas là. Ça tient. Morton n'a pas été là 1 ou 2 matchs, ça tient. Hendrick est pas là ce soir, ça tient. Parce que je pense qu'ils savent tous exactement ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Donc c'est magnifique. Mais tu vois, c'est surréaliste. Tolisso, il fait une saison moyenne l'année dernière. C'est un monstre cette année. Mais ça, on va en parler avec Sam parce qu'il le connaît bien. Et c'est un dossier intéressant. Bon, Jérémy, merci en tout cas. Ça fait plaisir de. Merci à l'LOL. Merci Sam pour tout ce que tu as fait au club. Merci à l'LOL, bien sûr. Et allez l'OL, putain, c'est extraordinaire ce qui arrive. Extraordinaire. Salut Jérémy Lopez qui était avec nous, auditeur acharné de l'after, bien sûr. Dans un instant, on débat de la saison effectivement de Corentin Tolisso. On parlera de Nice qui peut-être méritait un peu mieux ce soir. Supporter niçois, on vous attend au 32-16 et puis gros dossier OM derrière puisque je vous le rappelle, Mehdi Benatia quitte le club après donc le changement d'entraîneur il y a quelques jours. Rien ne va plus à Marseille. Supporter de l'OM là aussi, le 32-16 est ouvert pour débattre. À tout de suite. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. 23h20, Samuel Umtiti, Maxime Chanot, Corentin Tolisso en direct de la zone d'interview. À Lyon, on l'écoute. Au départ, à l'arrivée, et c'est une très belle action. Ouais, j'ai revu le but, j'avais oublié que j'étais au départ de l'action. Mais c'est vrai que c'est une très belle action, un très bon contre. Et voilà, du moment où j'ai vu Tanner avancer, j'ai vu Abner dédoubler, je savais qu'il allait lui faire la passe. Pavel a foncé au premier poteau, moi je suis allé au deuxième. Le coach nous dit souvent qu'il y a des coups à jouer au deuxième poteau. Et puis voilà, je savais qu'Abner allait centrer au deuxième. Elle a été déviée un petit peu par Pavel. Et après, je peux finir, donc c'est bien. On sent que c'est chirurgical, on sent que c'est froid, on sent que c'est calme, c'est serein. En fait, je trouve qu'il y a une certaine part de maturité, surtout dans le match d'aujourd'hui, de la part de tous les joueurs. Et peut-être que ce genre de match, on l'aurait pas forcément gagné en début de saison, mais je trouve qu'on a fait pas mal d'erreurs en début de saison. Quand je revois le match de Toulouse, où on gagne 1-0 et on prend ces 2 buts, ou même le match à Nice, justement, où ils vont 4 fois dans la surface, ils marquent 3 buts. Et je pense qu'on a appris justement de ces erreurs, qu'on grandit tous ensemble en tant que groupe. Et voilà, je pense qu'on l'a vu ce soir, c'était une victoire assez mature. Corentin, 5 victoires de suite maintenant, ça commence à chiffrer pas mal, tu l'avais jamais connu à Lyon. Oula, non. non, je l'ai jamais connu. Même au Bayern, je pense que je l'ai jamais connu. Mais c'est bien. Le record est de 14, si je ne me trompe pas. Bien sûr que c'est un objectif à aller chercher. Ça va être dur parce qu'on sait qu'on a un gros déplacement
la semaine prochaine à Strasbourg. Mais en tout cas, on va tout faire pour gagner, essayer de faire 14 comme le grand Olympique Lyonnais des années 2000. Ça serait franchement bien pour toute l'équipe et une belle récompense. Sur Ligue 1+, vous avez dit Allez, une dernière question à Corentin Tolisso qui est en direct de la zone d'interview à Lyon. Vous avez 5 points d'avance sur Marseille, semaine prochaine vous allez à Strasbourg, et après vous allez au Vélodrome défier Marseille. En plus, Marseille a perdu Benassia. Est-ce que ça y est, le podium s'est fait ou pas encore? Oula, pas du tout. Pas du tout. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que je suis plus focus sur l'Olympique Lyonnais que sur l'Olympique de Marseille. Je peux vous assurer que j'ai connu des temps difficiles à l'Olympique Lyonnais et personne se souciait de nous entre guillemets. Donc voilà, moi c'est pas mes histoires entre guillemets ce qui se passe à Marseille. Et puis si je dis pas de bêtises, on avait 5 points de retard sur Lille à la mi-saison. Aujourd'hui on en a 5 d'avance et on a vu que, enfin sur Lille, sur Marseille, mais ce que je veux dire c'est que 5 points ça va vite, ça va très très vite, donc on se focalise pas forcément là-dessus, on prend les matchs les uns après les autres, on veut gagner, on veut continuer cette série et on se concentre vraiment sur nous-mêmes et sur notre football. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'était pas notre meilleur match, on va analyser ce qui n'a pas été pour justement progresser et faire un tout autre match la semaine prochaine. En espérant gagner, bien sûr. Voilà, Corentin Tolisso dans la zone d'interview. Tu le connais depuis quand? Depuis la nuit des temps? Depuis il est venu à l'époque, on avait peut-être 12 ans. Vous aviez 12 ans? 12 ans, il venait chaque mercredi, je me souviens, il faisait des essais, parce qu'il jouait dans un club aux alentours de Lyon. Toi, tu étais déjà au centre de formation? C'est ça, moi j'étais déjà en pré-formation, et lui il venait tous les mercredis faire les oppositions. Et à l'époque, il jouait numéro 9, il était tout petit. Il faisait depuis, et après l'année d'après, il est venu avec nous. Et on ne s'est plus jamais lâché, même s'il a 1 an de moins que moi. Mais il était souvent surclassé d'une année, donc il se retrouvait toujours avec nous. Et c'est vrai que je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir. Vous avez été champion du monde ensemble? Exactement, on a été champion du monde ensemble. Et, on a vécu des moments inoubliables à l'Olympique Lyonnais aussi, de pouvoir jouer avec toute cette génération formée au club, c'était magnifique. Même si on n'a pas forcément gagné de titres comme on l'aurait voulu, mais on pratiquait en tout cas du beau football et on prenait énormément de plaisir. Alors, comment expliquer qu'effectivement, l'année dernière, les jeunes disaient mais Tolisso est cramé. Et puis là, cette année, tu as l'impression que c'est le mec, c'est la renaissance absolue. Ouais, après, il faut savoir qu'il sortait aussi de plusieurs années au Bayern où c'était pas facile pour lui, il a enchaîné des blessures et mentalement, c'est pas simple. C'est pas simple, il revient à Lyon pour moi avec beaucoup d'ambition. Et sur tout ça sur ses épaules, et c'est pas facile à gérer. Il y a eu des moments difficiles qu'il a eu lui et le club aussi. Je pense que c'était un peu lié. Et c'est une personne qui travaille énormément, et c'est pour ça que ça ne m'étonne même pas de le revoir à ce niveau-là, qui se remet en question tout le temps, tous les entraînements, tous les matchs. Et il avait pour objectif de revenir à son meilleur niveau en travaillant. Et il le montre, il le fait. Et ça fait depuis plusieurs mois qu'il est à ce niveau-là, il est décisif. Et Corentin, moi, je l'ai toujours connu comme ça, un joueur box-to-box qui peut être bon en défense et qui peut aussi apporter offensivement. Donc, il a tout. Pour moi, c'est un joueur complet. Et il est en train de le démontrer juste ce soir, on sent qu'il avait un peu de mal à retrouver le rythme en première mi-temps. Il a raté quelques passes faciles pour lui normalement. Ça faisait 5 matchs qu'il jouait pas en championnat, donc il lui a fallu une mi-temps pour retrouver le rythme. Et après, c'est le Tolisso qu'on connaît. Mais après, c'est quoi? Alors, parce que là, il joue de façon assez offensive finalement par rapport à ce qu'on a vu faire ces dernières années. Ouais. Donc là, il joue vraiment en 8, quoi. Ouais, il joue en 8. Il peut même être un peu sur le côté, mais il rentre un peu dans l'axe. Il finit les actions comme un numéro 9. Et il a même débuté des matchs en tant que 9 aussi. Ouais, cette saison, il a commencé cette saison, bien sûr, en tant que numéro 9. En tant que numéro 9, mais on sait que les personnes qui connaissent Corentin savent très bien qu'il a une bonne finition, que ce soit avec le pied ou la tête, il est complet. Donc, et c'est quelqu'un qui court énormément. Et je pense que Fonseca voulait un joueur qui était capable d'être devant et aussi de venir défendre et d'aider ses milieux de terrain. Donc, oui, c'est sûr. En fait, c'est son taulier, quoi. Voilà. Exactement. Et puis c'est aussi une histoire de confiance. Hein. Je pense que tu vas me valider ce que je vais te dire. Déjà, le fait qu'il ait commencé en numéro 9, c'est-à-dire qu'il a quand même marqué quelques buts, je pense que ça l'a mis en confiance. Et puis c'est aussi l'accumulation des matchs, qui l'a aidé aussi. Hein. Tu sais comment
comment que ça se passe quand tu es joueur, justement. Et là, Jean-Louis l'a dit, une fois que tu t'arrêtes et que tu stoppes pendant quelques matchs, il a eu du mal à revenir là sur cette première mi-temps. Une fois qu'il trouve le rythme, ça, il est reparti. Mais ce qu'il est en train de montrer cette année, et je suis d'accord avec toi par rapport à ce qu'on pensait de lui l'année dernière, en tout cas moi personnellement, là, c'est le jour et la nuit. On est très content de revoir Corentin Tolisso à ce niveau-ci. Il en a 8 buts cette saison et moi je l'ai vu plein de fois à côté de Schultz, quasiment à 2 devant du stade, c'était criant à certains moments et il prenait même la profondeur. Je sais que Fonseca aime bien quand il prend la profondeur parce mais c'est pas le plus rapide, mais il a une intelligence dans le placement qui permet à tout le bloc de remonter. Donc oui, on est loin du Tolisso vrai milieu de terrain qu'on a eu l'habitude de connaître. En fait, c'est marrant parce que tu as l'impression que Fonseca, c'est comme si Fonseca lui offrait une sorte de deuxième carrière sur le tard, quoi, en quelque sorte, avec un positionnement qu'il n'avait pas avant. Oh oui, je pense qu'il lui offre ça, mais il lui offre aussi énormément de confiance. Je le vois quand je suis allé à Lyon, il avait l'air heureux, il avait l'air bien, il savait ce qu'il devait faire aussi pour l'équipe parce qu'il a ce rôle de leader aussi qui lui tient à cœur. Et il le fait très très bien, même encadrer les plus jeunes, mais il a trouvé l'entraîneur qu'il lui fallait pour ce moment. Vraiment, le timing a été parfait, qui lui a redonné cette confiance-là et l'enchaînement des matchs. Et comme vous l'avez dit, le fait même de marquer 1 but, 2 buts, c'est ce qui lui manquait aussi sur les dernières saisons. Il n'était pas forcément décisif et ça lui a redonné vraiment un boost de confiance important. Alors il y a un truc, c'est qu'il est en fin de contrat. Donc Mathieu Louis-Jean nous disait là qu'évidemment il voulait qu'il reste et tout. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller Qu'est-ce que tu as comme info, Samuel, surtout balance les infos. Est-ce qu'il va rester? S'il gagne l'Europa League, il faudrait qu'il reste. Après, vous savez, c'est quelqu'un qui aime vraiment l'Olympique Lyonnais. C'est son club, c'est sa ville. Donc je pense que là, ça va être compliqué pour lui de prendre une décision aussi. Après, il va peut-être avoir des offres ailleurs. Oui, il y a des attentes aussi personnelles, donc à lui de prendre les meilleures décisions. Mais je sais, en tout cas, et tout le monde le sait, qu'il aime l'Olympique Lyonnais comme personne. Voilà, donc Jean-Luc, tu n'auras pas d'infos. Non. Si. Moi, j'ai eu mes infos là. En gros, il aime trop Lyon, faut qu'il reste encore 1 an ou 2, et après, il ira coffrer de l'argent ailleurs. Voilà ce que j'ai entendu, moi. Là, il a 32. Donc, oui, donc tu peux encore faire 2-3 ans à Lyon. C'est le moment d'aller en MLS. Voilà. Il n'y a plus d'argent au MLS, il paraît. Il en a pas besoin, apparemment. Amaury est là, au 32-16, supporter lyonnais. Amaury, bonsoir. Bonsoir, After. Bon, on était sur Tolisso, là, tu veux rajouter un truc? On a été dithyrambique, on a dit qu'il était magnifique, le plus fort et tout. Il est toujours fidèle à lui-même, même si je suis d'accord avec Jean-Louis, début de match un peu poussif, mais normal, retour de blessure un peu compliqué, donc physiquement on sentait que ça tirait un peu, ça pêchait un peu techniquement, alors que c'est pas à son habitude, mais au fur et à mesure du match, il a repris ce qu'il sait faire et encore une fois décisif, ce qu'il sait faire de plus en plus souvent. Donc c'est notre capitaine et il est essentiel à l'équipe. Même si je pense que contrairement à certains matchs du début de saison, c'est peut-être moins lui le joueur clé ce soir et sur les dernières semaines, mais il est toujours important, notamment pour la gestion en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est une chance d'avoir un joueur de ce niveau-là à l'OL. Il y en a d'autres que tu as bien aimé ce soir-là, si on devait faire une petite évaluation lyonnaise. Je pense que ça serait Narté. Narté, que je vais mettre en avant parce que que la première mi-temps, tout le milieu était franchement moyen. Donc Tolisso, Narté aussi ce soir. Ouais. C'est un des seuls qui accélérait le jeu en première mi-temps. Alors attends, je te coupe Amaury parce que c'est la magie des RMC. On parle de Corentin Tolisso. Et il est avec nous pour discuter avec Samuel Umtiti. Voilà. Tu peux y aller, il est là avec toi. Non, c'est pas vrai. Bah si. Samolo. Comment ça va, mon coco? Ça va et toi? Ils m'ont remontré mon premier but là, j'ai vu, on avait des coupes de cheveux, frérot, c'était pas. Ouais, mais moi ça je veux plus savoir. Ça c'était avant, on est tous passés par là. C'est pas grave. Mais en tout cas, je suis content de te voir à ce niveau-là. De toute façon, on en avait déjà parlé avant quand on s'était vu. Tu m'avais parlé de la cohésion de l'équipe, de l'importance que tu avais et aussi du coach Fonseca. Tu sais très bien toute la confiance qu'il t'a donnée et je pense que tu lui donnes ça sur chaque match, même si sur cette première mi-temps, ce soir on attendait beaucoup plus de toi. On sait que tu reviens de blessure, mais tu es capable de faire beaucoup mieux et tu le sais. Mais franchement, tu sais déjà tout ce que je pense de toi. Ce que je pense de toi et ça me fait vraiment plaisir de voir Lyon comme ça et toi aussi de te voir à ce niveau-là.
Ouais, c'est sûr. Bah, déjà, c'est gentil. Merci, Coro. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai pas fait mon match, c'est une certitude. Après, voilà, je savais que même si c'était compliqué, il fallait que j'aide l'équipe et que j'apporte ce truc à l'équipe. Donc, j'ai pas lâché. Je faisais des cours, j'essayais de presser. Après, j'ai réussi à mettre ce but qui nous a fait du bien. Et je pense qu'il aura fait un peu de mal juste avant la mi-temps. Mais voilà, c'est sûr que, comme tu as dit, ce groupe, il est extraordinaire. La mentalité, elle est incroyable. Et puis, voilà, on a parlé du coach, mais le coach, il est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, il nous fait tous grandir. Il nous apporte à tous. On en parle souvent entre nous. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un meilleur coach pour l'Olympique Lyonnais pour faire jouer comme ça. Moi, j'avais juste une deuxième question. C'est... Tu te sens mieux là maintenant ou l'époque où on jouait, il y avait Alex, il y avait Jordan, il y avait Clément. C'est une question piège, ça. Ah bah non, mais ça t'aiderait. J'aimerais bien savoir quand même parce que là je te vois heureux. Je te vois non, bien. Mais... Franchement, j'étais heureux aussi. Aujourd'hui, j'ai un rôle carrément différent. À l'époque où tu dis, j'étais vraiment le jeune joueur et qui écoutait beaucoup les conseils de toi, d'Alex, Rachid, Joe, qui m'avait pris sous votre aile et ça m'a fait énormément de bien. J'ai beaucoup appris avec vous et aujourd'hui, j'ai plus de 31 ans et voilà, c'est un tout autre rôle, un rôle de leader. J'essaie d'aider les plus jeunes et voilà, je me sens bien aussi dans ce rôle. Donc j'étais très content lors des deux périodes. Ah, ok, tu me rassures, mais en tout cas tu le fais très très bien. Vraiment, je pense que l'Olympique Lyonnais, vous êtes passé par des moments très compliqués. Je sais que ça a été dur pour toi, qui a grandi à Lyon, qui est de Lyon, quoi. Donc je sais que ça n'a pas été facile, mais je sais que tu es un joueur qui lâche jamais. Il lâche jamais, et c'est pour ça que, comme je leur disais, de te revoir à ce niveau-là, c'est pas forcément ça qui m'étonne le plus, parce que je savais très bien qu'en travaillant, et tu le sais, t'allais revenir avec des grosses performances. Donc tu le dois qu'à toi-même, tu l'as fait, et à toi de continuer. Dis-moi, Samuel, tu sais pourquoi Deschamps a oublié son numéro ? Mais je crois qu'il a changé de numéro de téléphone, non, c'est pas... Non, il va voir sa copie maintenant. Après, le plus important, je pense il a ses objectifs en tête, tu les as, mais il faut pas que ça soit une déception, même si ça va être une déception, mais je veux dire par là qu'il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, de montrer de quoi tu es capable, et ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ça sera mérité, ou si elle vient pas, au moins tu auras fait tout le nécessaire pour l'avoir. C'est exactement ça, tu as tout dit. Moi, je me prends pas la tête. Au quotidien, je fais tout à 100%. Les matchs, je me donne à fond. Et puis, moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir zéro regret. Demain, j'y vais, tant mieux. J'y vais pas, écoute, je veux pas avoir de regrets. Je me dirais que j'ai tout fait. Mais en tout cas, le plus important pour moi, c'est vraiment de travailler à fond. Et que lorsque la liste sortira, que je me dise, écoute, tu as tout fait. Donc, tu peux pas t'en vouloir à toi. C'est comme ça, il y a des choix qui sont faits. Mais en tout cas, je me donne les moyens pour y arriver. Corentin Tolisso avec nous. Dernière chose, tout à l'heure, Samuel, avant que vous arriviez, nous a dit il est venu, il avait 12 ans, il jouait en 9, il était tout petit. Et lui, Samuel, il était comment à l'époque ? C'est vrai, Samuel, il était déjà grand. Samuel, franchement, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'aura, beaucoup de charisme. On l'a vu dans ses premiers matchs, de toute façon, en pro, mais même quand on était jeune. Moi, je côtoyais pas trop Samuel. Samuel, il était surclassé de 2-3 catégories. Ouais, moi, j'étais dans ma catégorie, donc c'était déjà un phénomène. Donc voilà, mais en tout cas, non, franchement, Sam, il a joué un rôle important pour moi. Et Sam, je tiens à dire que c'était un aussi bon consultant que joueur de foot. Hein. Non. Il démarre une nouvelle carrière, on va le former. Je suis en train de me former comme je me suis formé pour être un bon professionnel. En tout cas, t'es sur la bonne voie en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Corentin, c'est sympa. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. À bientôt, Corentin Tolisso qui est avec nous en direct. On remercie Edouard G. Évidemment, dans un instant, Nice au programme, les gars. Jean-Louis, tu restes encore avec nous 2 minutes ? Ouais, pas de problème. Allez, à tout de suite. Nice et Marseille, bien sûr. Jusqu'à minuit, on est là, c'est l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h38, on a encore 20 grosses minutes ensemble avec Maxime Chanot, avec Samuel Umtiti. Avant de parler de Marseille et de vous donner toutes les infos du jour, un mot sur Nice quand même, parce que la première mi-temps des Niçois, ils ont bien démarré le match. On était même surpris, on se disait tiens, c'est étonnant. Claude Puel, là, il a envoyé, il a pas mis le bus du tout, il joue.
Ils ont malheureusement perdu Wai d'entrée. Est-ce qu'ils peuvent avoir quand même des regrets ce soir ? Bah moi j'aimerais dire que c'était pas fou quand même ce que Nice a proposé ce soir. Certes, bon ils ont mis un peu en difficulté Lyon, peut-être dans l'intensité, ils ont montré quelque chose d'intéressant, mais après pour moi ils doivent faire beaucoup plus, beaucoup plus. Ils ont des joueurs de qualité, même offensivement, ils sont capables de faire quelque chose, mais pour moi ça manque de confiance encore. C'est un peu trop léger sur leurs attaques pour mettre en difficulté des défenses. Donc oui, peut-être que sur la première mi-temps il y avait un peu de mieux, mais c'est une équipe qui, si ces joueurs-là n'osent pas, on va dire, leur niveau de jeu, ça va être très compliqué. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, mais il y avait quand même eu du bon en première mi-temps et en particulièrement dans l'état d'esprit. Après, quand tu vois comment Franck Hayes a laissé cet OGC Nice lorsqu'il est parti, il y avait énormément de travail pour Claude Puel. Alors moi, je te l'ai déjà dit, mais je suis archi pas fan de faire du neuf avec du réchauffé, même si Claude Puel est un bon entraîneur. En tout cas, il a fait ses preuves. Mais j'étais pas. Il habitait le coin, il connaissait le club. Ouais, il connaît le club. Ouais, bon, ça suffit pas pour être un bon entraîneur, hein. Non, connaître la maison. Mais en tout cas, non, moi, quand tu regardes le bilan comptable aujourd'hui. Nul contre Strasbourg, ils prennent une raclée contre Toulouse 5-1, Nice, nul contre Brest et nul contre Monaco. Finalement, ils ont gagné qu'un match, c'est contre le FC Nantes. Tout le monde roule sur le FC Nantes cette année. J'étais aussi perplexe par rapport à l'arrivée de Wai. Finalement, il m'a fait mentir. Je trouve qu'il est intéressant. Tu vois, c'est un joueur qui prend la profondeur. C'est vrai que là, il leur a fait vraiment du mal à sa sortie. Là, ça a été un peu compliqué. D'autant que tu vois que le plan de jeu est quand même basé sur Wai, le fait de pouvoir faire des appels en profondeur. Je sais pas. Moi, je suis un petit peu inquiet pour ce Nice-ci. J'avais dit, et je vais un peu mouiller, que Claude Puel finirait peut-être pas la saison. Je sais pas si je vais avoir raison, mais en tout cas, ce que j'ai vu depuis le début de l'arrivée de Claude Puel, excuse-moi Jean-Louis, mais je suis pas archi convaincu. C'est déjà moins mauvais que sous Francaise. Mais bon, et quand même moins de défaites et tout. Mais après, je vous rejoins quand même. Nice, c'est pas au niveau de Lyon, bien sûr. Je suis un peu partagé parce que parfois je me suis dit, c'est quand même consistant par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Mais si sur la première demi-heure où Lyon cherchait un peu ses repères, sans Hendrick, sans Alfonso Moreira, et ils savaient pas trop comment attaquer. Si tu marques pas à ce moment-là, après Lyon, ils ont dit stop avec leur maturité. Ça faisait vraiment les adultes contre les enfants. Et Nice, ils ont très peu d'occasions en deuxième période. Et il y a un truc quand même à dire sur Nice, c'est que Dante. Merci pour tout, c'est exceptionnel. 42 ans, c'est beau de jouer encore jusqu'à cet âge-là, mais là c'est plus possible. Le deuxième but, il se fait déposer par Schultz et pourtant il est en sprint à côté. Il fait tout pour revenir sur 40 mètres, voilà. Mais jamais il lui a repris un centimètre. Et j'ai peur que malheureusement pour Nice, en plus dans une défense à 4, vous parliez tout à l'heure de la défense à 3 qui masque un peu les lacunes d'un défenseur. Là lui il est dans une défense à 4 et là les lacunes elles ont été assez criantes ce soir.